Mesdames, Messieurs, les bonheurs que l'on peut souhaiter à un ami sont multiples. Il y a la santé, l'harmonie en ménage, la prospérité, la gloire, le plaisir d'avoir de nombreux amis, d'autres encore. Et puis, il y en a un que je mettrai en premier rang. C'est la chance de faire sa vie durant un travail que l'on adore. Je ne parle pas d'instants de bonheur volés à un quotidien morne, mais d'un travail sur 20, 30 ans, dont chaque minute est une joie. Un travail dont les difficultés sont autant de cadeaux qui rendent l'effort encore plus jubilatoire. J'ai rencontré un homme qui vit un tel bonheur. C'est Marc-André Renauld. Un jour, il y a de cela 30 ans, le professeur dont il était l'assistant lui demande de s'occuper d'un problème qui relevait du droit de l'art. Marc-André commence par refuser, obligeant son professeur à lui préciser sa pensée. « Je ne vous ai pas demandé votre avis, je vous ai demandé de faire le travail. » Ce jour-là, Marc-André Renauld bascule dans le grand bonheur professionnel et sans doute dans le grand bonheur tout court. Est-ce si étonnant? Imaginons son quotidien. Souhaite-t-il plonger dans le monde impitoyable du barreau, des avocats vedettes, des dossiers brûlants? Il a son étude. Son autonomie est totale, comme l'est sa liberté d'entreprendre. Souhaite-t-il s'adosser aux structures d'une grande institution académique? Il a un poste de professeur à l'Université de Genève. Il peut, à sa guise, scruter la science du droit des arts, la créer, la faire avancer, en goûter la précision, la rigueur et la force. Souhaite-t-il changer d'univers, se plonger dans le monde des objets dont il défend l'intégrité? Le voilà qui, à son gré, s'occupe d'histoire, d'histoire de l'art, de techniques artisanales, de philosophie, de religion, en un mot, le voilà qui baigne dans la culture et la beauté. Quand je pense à Marc-André Renauld, il me vient le souvenir d'un camarade d'internat qui s'appelait Michel, venait de la Chaux-de-Fonds et avait une expression favorite: il y en a des qui sont vernis. Au-delà de la chance que Marc-André a su saisir ce jour de 1985, je veux voir aussi la sagesse d'un homme qui a trouvé son immense bonheur dans un territoire qui était à l'époque, pour reprendre son expression, un no man's land, et qui a su le chérir, sans courir après les coups d'éclat qui, certains jours, traversent les cieux des grands avocats. Je voudrais dire ici à quel point nous tous à Genève partageons cette chance. Ceux qui ont assisté le 16 avril dernier à la communication qu'a faite dans ce même cycle de conférences Madame Irina Bokova, directrice générale de l'UNESCO, se souviendront qu'elle était revenue à plusieurs reprises sur une idée centrale. Les objets d'art, les patrimoines culturels
sont des victimes des guerres, non pas des victimes collatérales, mais des cibles, précisément parce qu'ils sont des instruments de paix. Les valeurs dont Genève est porteuse, le recteur l'a rappelé il y a un instant, s'incarnent dans la résolution de conflits liés à l'art. Que notre cité soit un centre d'excellence, peut-être même le centre d'excellence dans le monde en matière du droit de l'art, n'est pas le fruit du hasard. Cela est dû précisément à la présence de Marc-André Renauld dans nos murs et à son inlassable travail. Preuve en est l'attribution qui lui a été faite de la chaire UNESCO en droit international des biens culturels. Diplômé des universités de Genève et de Yale, directeur du Centre universitaire du droit de l'art, Marc-André Renauld est l'auteur de très nombreuses publications. Il a enseigné aux universités de Lausanne, La Haye, Paris 11, Duke, Lyon et à l'Institut des HEI. Dans le domaine du droit de l'art, Genève a un destin conforme aux valeurs sur lesquelles s'est construite notre ville. Le souci d'équité, le sens de la solidarité, le goût de l'étude et bien sûr la dimension internationale. Ce destin est une chance, à nous de la saisir. Marc-André, je te passe la parole. Mesdames et messieurs, monsieur le recteur, chère Métine, chers amis, chers étudiants, c'est évidemment un très grand plaisir d'être ici parmi vous. Et si j'ai sonné ce gong, c'est pour justement vous rappeler que nous sommes à Genève. Et ce gong a été sonné à Genève. Il s'agit d'un cas, un des tout premiers cas, de restitution des biens culturels des temps modernes. Et Genève y était très étroitement associée. De quoi s'agissait-il? Eh bien, vous voyez ici une photo représentant ce gong qui se trouve donc au parc de l'Ariana. Et il a fait l'objet en 1929 d'une demande de restitution provenant du Japon. Pourquoi me direz-vous le Japon et pourquoi Genève? Alors, le Japon, parce que cette cloche provient du temple de Shinagawa, temple qui était un temple bouddhiste et qui, pendant la période impériale qui a précédé, à la fin du XIXe siècle, a été l'objet de destruction plus ou moins organisée sous l'égide de l'Empire de l'époque. Gustave Revillot, personne que vous connaîtrez certainement à Genève, un grand mécène et grand collectionneur, a su que cette cloche était à Genève, en Argovie. En Argovie où elle allait être fondue pour en faire des canons. Gustave Revillot, dynamique, l'achète et la conserve dans sa collection. À son décès, sa collection passe à la ville de Genève et le gong est utilisé pour sonner l'entrée l'ouverture et la fermeture du musée de l'Ariana. Mais voilà qu'en 1928, des étudiants japonais passent à Genève et reconnaissent la cloche. C'est la cloche du temple de Shinagawa. Et ils font valoir cela auprès du ministre des Affaires étrangères japonais, qui lui ensuite fait une demande formelle à la Confédération, qui elle la passe à la municipalité de Genève, puisque la cloche appartient à la ville de Genève.
Et en 1929, nous avons un débat au Conseil municipal de Genève sur la question « faut-il ou non restituer les biens culturels ?» Eh bien, vous voyez que ce débat, dont on parle peut-être plus aujourd'hui, on l'a déjà eu à Genève en 1929. Alors, il s'agit de photos que j'ai faites hier. Alors, vous voyez, j'ai été me rendre sur place et j'ai pu voir ceci. Et ceci est moins connu, mais c'est une lanterne que les Japonais avaient à l'époque proposée à Genève en échange du gong. Et une grande discussion s'en est suivie devant le conseil municipal. On a dit, mais enfin franchement, on nous donne cette espèce de chose et à la place, on veut nous reprendre le gong. Est-ce qu'on accepte cela? Finalement, le débat prend fin et Genève accepte de restituer. Et donc, bien sûr, de conserver la très jolie lanterne. Donc ça, on est en 1929. En 1931, on célèbre le retour, et puis, plus rien ne se passe. On pourrait imaginer que l'affaire en reste là. Eh bien non, mesdames et messieurs, l'affaire ne reste pas là. Il se passe des événements tout à fait uniques, et je me permets de vous donner un petit extrait du téléjournal du 9 octobre 1991, donc 60 ans plus tard. La cloche devient une affaire d'État. Sa restitution par la Suisse sera effective en 1929, l'occasion d'une fête illustrant l'immense importance de cet objet sacré aux yeux des Japonais. Plusieurs années plus tard, le révérend Nakada, qui dirige le temple, décide d'en offrir une réplique aux jeunes rois. Et c'est aujourd'hui que le bout du lac célébrait en grande pompe l'inauguration de cette nouvelle cloche. Le simple habitant de Shinagawa avait même fait le déplacement, signe de l'attachement qu'ils portent à leur cloche. C'est le parc de l'Ariana. Plus de 60 ans plus tard, la cloche retrouve sa place dans le parc de l'Ariana. Pierre, elle porte l'inscription suivante, que la lumière de la sagesse dissipe toutes les obscurités. Un message voué à résonner dans les cœurs. Voilà, donc c'était le téléjournal de 1991, et donc il y a eu cette cérémonie de restitution, si vous voulez, à l'envers, où la commune de Shinagawa, pour exprimer sa reconnaissance à Genève, lui offre une copie conforme du gong original. Donc vous voyez que sur une période de 80 ans presque, on a eu un litige, et on a eu une résolution de ce litige, et en plus, on a eu une solution quelque peu, dont on dirait qu'elle est win-win, dans la mesure où tout le monde y gagne. Le Japon ou la commune de Shinagawa obtient en retour le gong, et Genève une copie. Et d'ailleurs, une association des amis de Shinagawa et de Genève est créée et organise des échanges scolaires encore à ce jour. Donc vous voyez que d'un litige de biens culturels, beaucoup de choses peuvent en sortir. Alors aujourd'hui, de quoi est-ce que je vais vous parler? Je vais d'abord vous donner quelques grands axes de ce qu'on peut considérer comme les différents en matière de biens culturels. Et puis après, on verra comment on trouve des solutions, par quel processus est-ce qu'on trouve des solutions, et à quelle solution effective est-ce qu'on arrive. Et puis je terminerai par le rôle possible que Genève pourrait jouer dans ce domaine. Mais tout d'abord, donc, les différents en matière de biens culturels. Je voudrais donner un exemple de 1929, mais depuis cette période, ces différents ont augmenté, passablement augmenté. Madame Bokova, et Metin Arditi lui faisait référence à son excellente conférence du 16 avril, nous l'a bien dit, les biens culturels ne sont pas que des victimes collatérales, ce sont des cibles des biens culturels, des conflits. Elle nous a parlé d'Afghanistan, du Mali et bien d'autres exemples. Mais c'est aussi un thème
où le bien culturel fait l'objet, malheureusement, d'un trafic pour une grande partie illicite, parce qu'il est l'objet de convoitises, il est volé, il est illicitement exporté, il est le produit de fouilles clandestines. Et alors, les différends inexorablement augmentent. Et j'aimerais vous donner 2 ou 3 exemples récents. Ce tableau que vous voyez, c'est un tableau de Renoir, bord de Seine. Il y a 2 semaines, il a été restitué au musée de Baltimore, duquel il avait été volé il y a plus de 50 ans. Et comment est-il réapparu, ce tableau? Eh bien, il est réapparu parce qu'une dame a réussi à le trouver dans un marché aux puces, dit-elle, hein, et l'a acheté pour la somme de $7. Et lorsqu'elle a essayé de le revendre aux enchères, eh bien, il est apparu que ce tableau avait été volé et que, par conséquent, il fallait le restituer au musée propriétaire. Et le droit américain est particulièrement favorable à la restitution aux propriétaires dépossédés. Plus près de nous, l'affaire Gurlitt. Vous en avez tous entendu parler, n'est-ce pas? Les médias nous en parlent beaucoup. Elle vient d'ailleurs encore plus proche de nous ces derniers temps. Eh bien, ici, vous voyez le tableau Femme assise de Matisse, qui est revendiqué par la succession de Paul Rosenberg, autrement dit, notamment sa petite-fille, Anne Sinclair, dans le cadre de l'affaire Gurlitt. Et voici un autre tableau, également faisant partie de cette collection tout à fait inusuelle, hein, n'est-ce pas, du nom du fils de ce marchand qui a travaillé pour le régime hitlérien. Ce tableau-ci est un tableau de Max Liebermann et est réclamé par un descendant de la famille spoliée qui habite à New York. Donc, on voit là aussi litiges probablement nombreux dans le cas de la succession Gurlitt. Et puis, encore plus près de nous, nous sommes ici au Port-Franc de Genève, un sarcophage romain. Ce sarcophage a été saisi par les douanes au Port-Franc, car il y a eu violation des règles douanières plus strictes que la Suisse a adoptées dès 2005. Il est revendiqué par la République turque et le possesseur actuel argue du fait qu'il l'a acquis de longue date, de bonne foi. Je ne peux pas vous en dire plus, car il s'agit d'une affaire pendante devant le ministère public à Genève. Donc, mais sachez en tous les cas que aussi près de chez nous, il y a des litiges. Donc, les litiges sont plus nombreux. Et que faut-il faire? Comment les résoudre? Et c'est là qu'intervient évidemment le juriste qui est intéressé, passionné peut-être par les œuvres d'art et les biens culturels. Et il se pose la question, mais au fond, comment est-ce qu'on les a résolus? Et alors là, j'ai la grande chance, à la faculté de droit, de bénéficier d'une équipe, dont plusieurs sont présents ici, qui, depuis 4 ans, me seconde dans une recherche que nous avons intitulée Artemis, et qui a pour objet de recenser les cas de résolution des litiges en matière de biens culturels. Et on le fait sous 2 aspects, sur les processus, comment est-ce qu'on restitue, et sur les solutions retenues. Qu'est-ce qu'on a trouvé comme solution? Alors je vais vous donner d'abord quelques exemples des processus. Et puis après, on verra les solutions retenues. Mesdames et messieurs, ce manuscrit, vous avez pu le voir pendant longtemps à la Fondation Bodmer, mais vous ne pourrez plus. Ce manuscrit est les
120 journées de Sodome du marquis de Sade. Il a fait l'objet d'un célèbre procès à Genève, qui est allé jusqu'au tribunal fédéral, parce que ce manuscrit a été volé par une escroquerie à sa propriétaire, Madame de Noailles, qui était une aristocrate française. Son acquéreur, un collectionneur genevois de renom, l'a acheté parce qu'il s'intéressait tout particulièrement aux manuscrits érotiques, et notamment donc à celui-ci. La propriétaire d'origine a revendiqué, et un long procès s'est déroulé devant les autorités, devant les tribunaux suisses, pour se terminer devant le tribunal fédéral par une décision confirmant l'acquisition de bonne foi par le collectionneur. Le collectionneur est donc le propriétaire légitime de ce manuscrit tout à fait mythique, puisque c'est celui que le marquis de Sade a rédigé alors qu'il était enfermé à la Bastille, imaginant ou peut-être comptant, disons, la vie amoureuse qu'il a eue sur plus de 3 mètres de long de manuscrits. Alors, je vous le disais, il a été pendant longtemps en dépôt à la Fondation Bodmer, et le mois passé, il a été vendu. Il est retourné en France. Un collectionneur français l'a acheté. Nous ne pourrons plus le voir au musée Bodmer. J'espère que vous avez pu profiter de le voir avant qu'il parte. Donc, ça, c'est un premier cas de résolution d'un litige classique devant les tribunaux. Madame de Noailles est victime d'un vol, elle s'en plaint, elle fait une plainte pénale en France, l'escroc est condamné en France, et puis après on vient en Suisse, procédure de propriété, de revendication de la propriété, ça échoue parce qu'il y a des règles de droit réel en Suisse qui protègent l'acquéreur de bonne foi. Deuxième cas, alors là je sors un tout petit moment du domaine des biens culturels pour vous montrer que Genève a un rôle tout particulier en matière d'arbitrage international. Ça, c'est le deuxième mode de résolution qu'on peut trouver. L'arbitrage international a ses origines très anciennes, mais a eu une consécration à Genève avec l'arbitrage de l'Alabama. Cet arbitrage historique qui concernait ce navire, le navire de l'Alabama, qui a été affrété par les forces anglaises pour intervenir de manière illicite, contrairement au droit et à la neutralité revendiquée par l'Angleterre dans le conflit de la guerre de sécession aux États-Unis. À la fin de la guerre de sécession, les États-Unis, dans le cadre du traité de paix, revendiquent une indemnisation due à cette intervention illicite du Royaume-Uni dans le cadre du conflit de la Révolution américaine, enfin de la guerre de sécession américaine. Et a lieu le célèbre arbitrage de l'Alabama. Bien sûr, vous savez que nous avons à Genève une salle de l'Alabama dans notre hôtel de ville. Eh bien, c'est grâce à cela, parce que l'arbitrage, le premier grand arbitrage interétatique, donc entre d'un côté les États-Unis et de l'autre côté l'Angleterre, eh bien cet arbitrage a eu lieu à Genève et une décision favorable aux États-Unis a été rendue par ce tribunal arbitral composé de 5 très prestigieux arbitres de l'époque. Depuis ce moment-là, l'arbitrage a connu un développement tout à fait magnifique et magistral, notamment à Genève. J'aurai l'occasion d'en reparler. Alors revenons aux biens culturels et aux œuvres d'art. Vous avez ici un chef-d'œuvre que tout le monde connaît, on l'a tous vu, on l'a tous apprécié, le portrait d'Adèle Bloch-Bauer de Klimt. Eh bien, il fut l'objet, avec 5 autres tableaux de Klimt, d'un procès célèbre entre une descendante d'une famille spoliée en Autriche, Madame Altmann, et la République d'Autriche.
Et ce procès, je vous passe les détails parce qu'il est trop long, mais a amené finalement, par le biais d'un tribunal, d'une sentence d'un tribunal arbitral en Autriche, à la restitution de ce tableau ainsi que de 4 autres à Madame Altmann. Pourquoi? Parce qu'il y avait eu une spoliation illicite au regard non seulement du droit autrichien, mais aussi du droit international. Donc l'arbitrage, vous voyez qu'il permet aussi de résoudre nos problèmes, nos questions en matière de biens culturels, nos différends. J'en viens à une troisième piste. On a vu donc là le règlement judiciaire, le règlement arbitral, et puis maintenant, il y a la médiation. La médiation, c'est un thème assez à la mode, on en entend beaucoup parler, mais qu'en est-il dans le domaine des biens culturels? Eh bien, nous avons ici aussi un exemple, alors ce n'est pas un exemple genevois, c'est un exemple suisse, mais, et mes étudiants, j'espère, me pardonneront, mais c'est un exemple que j'aime beaucoup. C'est le cas qui a opposé Saint-Gall à Zurich pendant de très nombreuses années, on va dire pendant quasiment 200 ans. Suite aux guerres de religion, Zurich a envahi une partie du canton de Saint-Gall, enfin de ce qui est aujourd'hui le canton de Saint-Gall, notamment le Toggenburg, notamment là où se trouve l'abbaye, et ils ont pris ce qui était à l'époque tout à fait commun, un butin de guerre. Le butin de guerre était constitué de manuscrits et puis d'autres objets, notamment un globe dont je vous montrerai une photo dans un instant. Et ce litige, alors les Zurichois ont ensuite emporté tout cela, ils l'ont gardé chez eux, un traité de paix est signé, mais les Zurichois conservent les manuscrits anciens et les objets qui étaient là autour. Saint-Gall les revendique sans arrêt, mais Zurich s'y oppose. Finalement, dans les années 2002-2003, on réalise qu'on avait changé de constitution en Suisse, enfin on avait modernisé notre constitution et qu'il y avait une disposition qui permettait la médiation de litiges entre cantons. Et Saint-Gall demande à la Confédération de trouver une solution, d'aider à trouver une solution. La médiation est un accord entre les parties, mais qui est trouvé par le biais d'une négociation qui se fait sous l'égide d'un médiateur. Et c'était Pascal Couchepin, le médiateur de cette affaire. Et finalement, en 2006, après 3-4 ans de longues discussions, un accord est signé, une médiation est entrée en vigueur. Alors, elle avait trait aux manuscrits. Le médiateur et les parties ont accepté que les manuscrits restent ou soient la propriété de Zurich. Donc, en quelque sorte, le méchant, avec tout respect que j'ai pour les Zurichois, mais le méchant, on lui laisse la propriété. Par contre, Zurich s'engage à prêter à long terme les manuscrits à Saint-Gall. Donc là, on a le gentil, Saint-Gall, obtient au fond ce qu'il veut parce qu'il peut continuer à bénéficier de ces manuscrits, même s'il n'en est pas le propriétaire. Et puis alors, il y a un problème, une pierre d'achoppement extraordinairement compliquée, c'est le globe terrestre et céleste du prince abbé Bernhard Müller, qui est évidemment l'objet de toutes les convoitises. Il montre bien sûr notre globe, mais aussi dans les zones sans dessin, donc les mers et les déserts, il y dépeint les astres. Et c'est un objet tout à fait unique. Alors qu'a-t-on trouvé comme solution dans le cadre de cette médiation? Eh bien, Zurich peut garder le globe, c'est celui que vous voyez à gauche, mais Zurich doit faire une copie conforme à l'original et l'offrir à Saint-Gall. C'est celui que vous avez à droite. Et je pense que Zurich s'est un peu mordu les doigts parce que ça a coûté très cher, cette affaire. Ça a coûté plus d'1 million de francs de faire la copie du globe. Pourquoi? Parce qu'on a dû faire appel à des techniciens, des experts de toutes sortes. L'ETH de Zurich a dû faire des
des analyses scientifiques, etc. Vous voyez ici des personnes qui travaillent à cette création de cette copie, toujours en application de la médiation. J'en viens au dernier processus, celui des négociations. Les négociations internationales sont nombreuses, et ici j'aimerais retracer un cas qui me paraît tout à fait intéressant. Vous avez sur votre gauche en bas le bas d'une sculpture, c'est donc celle-ci, vous voyez ici aussi. Alors je vous rassure, ce n'est qu'une vulgaire copie. L'original est bien plus grand, beaucoup plus beau, et se trouve au musée d'Antalya, en Turquie. La partie du bas est trouvée à l'occasion de fouilles dans le site de Pergué, près d'Antalya. Donc c'était dans les années 1970-80. Malheureusement, les pilleurs avaient été plus rapides et ils avaient découvert le haut. Et le haut est parti. Et il est parti dans le commerce d'abord licite, et puis ensuite, finalement, un propriétaire de bonne foi l'acquiert, un collectionneur américain. Ce collectionneur le garde chez lui, et puis finalement, à son décès, on fait donation au musée de Boston, le Boston Museum of Fine Arts. Et après quelques années, la possession devient publique, et bien sûr, la République de Turquie réalise que cette moitié du haut se trouve ailleurs. Ils vont essayer de la récupérer. Alors, il n'y a pas eu de procès, il n'y a pas eu d'arbitrage, il n'y a pas eu de médiation, il y a eu une négociation qui a duré à peu près 20 ans. Et vous voyez, un des moments clés de cette négociation, c'est ce que vous voyez sur la droite. C'est des moulages qui ont été faits des deux parties. Parce que les Américains, les musées de Boston, disaient il y a tellement de statues d'Hercule. Hercule fatigué, certes, mais Hercule quand même. Comment pouvez-vous, Turquie, nous dire que c'est la même sculpture? C'est peut-être pas du tout la même. Alors on a discuté pendant très longtemps autour, et finalement, les Turcs ont proposé de faire des moulages et de voir si les deux parties coïncidaient. Et vous voyez ici le moment historique, c'est en 1992, les deux moulages sont mis ensemble et on voit que ça colle parfaitement. Vous voyez d'ailleurs ici, c'est beaucoup moins beau que l'original, mais c'est deux parties qui se rejoignent parfaitement. Et donc, après de nombreuses discussions, etc., le musée restitue la moitié du haut. Et vous pouvez maintenant, si vous allez à Antalya, et je vous encourage, parce qu'il y a beaucoup de très belles choses dans ce musée récemment refait à Antalya, vous verrez la sculpture rassemblée. Et qui fait évidemment l'objet d'une très belle exposition. Voilà donc pour ce qui est des différents processus. Maintenant, j'aimerais voir les solutions. Alors, on a un petit peu vu déjà, mais je pense qu'il n'est pas mauvais, et on a, nous, dans notre recherche Artemis, été étonnés, au fond, de la variété des solutions qu'on trouve. La première solution qui vient à l'esprit, c'est celle de la restitution. On se dit, bon, voilà, si un bien a été pris de manière illicite, on va le restituer. Il est vrai qu'il y a des cas de restitution. C'est vrai, il y en a toute une série, et je vous en ai montré quelques-uns. Ça ne fait pas tellement l'ombre d'un doute. Mais il y a aussi, bien sûr, l'inverse. Il y a le refus de la restitution. Le refus de la restitution, vous connaissez tous le cas emblématique des frises du Parthénon, c'est un cas de refus de restitution de la part des Anglais face à la demande régulière qui est faite de la part de la Grèce de voir les frises du Parthénon retourner à Athènes, et en particulier au musée de l'Acropole. Plus près de chez nous, vous avez un cas, excusez-moi
la reproduction n'est pas très bonne, mais c'est à la chaux de fond. C'est un tableau de Constable qui a fait l'objet de ce qu'on appelle une vente forcée pendant la période donc, sombre des années de Vichy, en 1943, et l'ensemble de la collection d'une famille juive a été vendu aux enchères de manière forcée, et ce tableau, par différents biais, est arrivé auprès d'un collectionneur de Châtelois qui, lui, à son décès, Chaux-de-Fonnier, pardon, qui, à son décès, l'a donné au musée de la Chaux-de-Fonds. Face à une demande de restitution des descendants du musée, des propriétaires originaires, le musée de la Chaux-de-Fonds s'est opposé, en invoquant, ce qui est juridiquement juste, en invoquant le fait qu'il y a eu une acquisition de bonne foi dans l'intervalle et que la Chaux-de-Fonds n'y peut rien si l'objet a été à la base spolié. Alors ça, on est sur le plan juridique, et les solutions, évidemment, sont souvent juridiques, mais il y a aussi, et c'est ça ce que je trouve personnellement très intéressant dans ce domaine, il y a aussi la morale, l'éthique. Et est-ce qu'un musée, c'est une question à laquelle on ne pourra pas répondre ce soir, mais c'est une question passionnante, est-ce qu'un musée qui a un titre valable de propriété peut le conserver, ou est-ce qu'il va devoir envisager d'autres solutions pour le restituer, d'autres solutions morales? Est-ce qu'un musée peut garder un tableau dont l'origine est une spoliation? Je vous pose la question. C'est évidemment une question à laquelle d'autres ont répondu par la négative. D'autres musées ont restitué. Mais là, le musée de la Chaux-de-Fonds n'a pas restitué. Il y a d'autres types de solutions. Il y a les échanges. Vous vous souvenez que dans l'affaire de Shinagawa, on a échangé, on a rendu la cloche et on a gardé la donation de cette lanterne. C'est un cas quand même assez fréquent. Il y a des prêts. Dans le cas de Saint-Gall, on résout le problème, non pas tellement par la propriété, mais par le prêt. On prête un objet tout en restant propriétaire. Il y a le cas des copies. Le cas de nouveau de Saint-Gall est exemplaire, mais il y en a d'autres qui sont aussi intéressants dans ce domaine. Et puis, il y a d'autres types de solutions. Des solutions qui sont des accords de coopération internationale. Et vous avez ici un très célèbre cratère d'Euphronios qui a été pendant très longtemps au Metropolitan Museum à New York. Il a toutefois été l'objet d'une fouille clandestine, d'une fouille illicite, et par l'intermédiaire d'un marchand tout à fait peu scrupuleux, comme il en existe très peu, mais enfin il en existe quand même quelques-uns, le dénommé Medici, eh bien, il y a eu tout un trafic illicite qui a passé par Genève, malheureusement. Et de fil en aiguille, le produit des fouilles a ensuite terminé dans les musées, et notamment dans le musée de New York. Les Italiens, puisqu'il provient donc d'Italie, ont revendiqué de longue date ce cratère, et finalement, un accord a été conclu. Alors, ce qui est intéressant dans l'accord trouvé, c'est qu'on ne s'est pas concentré juste sur un objet. On a trouvé une coopération, on a imaginé une coopération internationale entre le Met et l'Italie. Et le Met a certes restitué cet objet, mais il a en échange obtenu que l'Italie lui prête toute une série d'objets qui donc ont une valeur similaire ou identique. Donc finalement, on restitue, mais on le fait dans un cadre beaucoup plus large. Il y a aussi des fouilles qui sont financées par le Met en Italie dans le cadre de cet accord, et encore bien d'autres objets. Donc vous voyez que, de nouveau, c'est un peu mon argument aussi pour Shinagawa, il ne faut pas se concentrer sur l'objet lui-même, qui est certes passionnant, qui a toute une histoire, mais la solution va devoir être trouvée avec un recul
un certain recul. Et puis, dernier type de solution, après j'arrêterai, mais il y a une solution qui m'intéresse particulièrement, c'est celle de la copropriété. Lorsque vous avez deux personnes qui se bagarrent, est-ce que le moyen de trouver une solution, c'est peut-être pas de dire mettez-vous ensemble et soyez donc propriétaires communs ou copropriétaires, selon les différentes formules juridiques qu'on peut trouver. L'exemple que je vous montre ici, c'est un tableau de Degas qui était l'objet d'un litige qui, puisque, au fond, il était lui aussi le résultat d'une spoliation. Et un collectionneur américain l'avait acquis, et il était en même temps un des trustees du Art Institute de Chicago. Et un litige est intervenu, les descendants de la victime spoliée ont voulu en obtenir la restitution, et les parties ont commencé à s'entre-déchirer par avocats interposés. Mais les avocats n'ont pas que du mauvais, ils peuvent aussi imaginer des solutions. Et dans ce cadre-là, les avocats ont trouvé une solution. Ils ont coupé le tableau en deux, je vous rassure, au sens virtuel. Deux moitiés. Une moitié revenant aux descendants des spoliés et une autre moitié revenant aux propriétaires actuels. Et le propriétaire actuel, lui, ce qu'il voulait faire, de toute manière, c'était le donner au musée. Donc il a donné sa moitié au musée, en échange, bien sûr, d'un accord fiscal qui était évidemment très intéressant pour lui, ce qui est très classique aux États-Unis. Et puis, la moitié des héritiers, elle a été vendue au musée. Le musée ayant donc racheté la moitié en question, les héritiers qui ne souhaitaient pas particulièrement posséder cet objet, mais qui avaient besoin d'une reconnaissance du fait que leur père avait été victime de persécutions pendant la période nazie, étaient contents. Et finalement, on a trouvé, je crois, une solution là très originale qui permet de mettre fin à ce long litige. Voilà pour un peu les solutions. Et maintenant, me direz-vous, Genève. Alors, pourquoi, quel rôle est-ce que Genève peut jouer? D'une part, je crois qu'on l'a vu, Genève est concernée. D'abord, nous avons à Genève un marché de l'art florissant. Nous avons des ventes aux enchères extraordinaires, nous avons des marchands de haute qualité, nous avons un terreau extraordinaire à Genève. Nous avons aussi, et on l'a vu, des cas qui sont en rapport avec Genève. Je vous ai parlé de l'affaire de l'Alabama, je vous ai parlé de Shinagawa. Le marquis de Sade aussi, ça a fait l'objet d'une procédure à Genève. Et puis, il y a aussi des cas de médiation. Alors, des cas de médiation malheureusement confidentiels dont je ne peux pas vous parler, mais il y a des médiations qui se sont déroulées à Genève. Donc, Genève a un intérêt. Et puis, ensuite, il y a cette tradition genevoise de résolution pacifique des différends. C'est l'esprit de Genève, mes chers, c'est l'esprit de Genève. Pourquoi? Parce que d'un côté, on a cette grande force du droit international humanitaire qui a fait que Genève est si connue, non seulement par ses conventions, mais aussi par la mise en place et la création du CICR, en particulier par Henri Dunant et Gustave Moynier. Donc, tout cet apport-là, auquel s'ajoute aussi la tradition de la résolution pacifique des différends, qui remonte à l'arbitrage de l'Alabama, mais qui a ensuite été continué de longue date. Nous avons toute une série d'arbitrages qui ont eu lieu à la salle de l'Alabama et bien d'autres spécialistes de l'arbitrage se sont formés sur cette vague. Et d'ailleurs, récemment, on me disait qu'à Genève, plus de 60% des négociations mondiales y ont lieu. Donc c'est à Genève qu'ont lieu 60% des négociations internationales. C'est quand même impressionnant. Donc nous avons aussi donc, cette
tradition. Donc nous avons un intérêt, nous avons la tradition. Il faut donc marquer la place de Genève. Et ça, je crois que c'est un peu mon propos ce soir, c'est de dire, mais au fond, maintenant qu'on a ce know-how, maintenant qu'on a ces possibilités très grandes, cette expérience dans le domaine de l'arbitrage, dans le domaine aussi, bien sûr, de l'histoire de l'art et de l'archéologie, comment faire pour que Genève conserve, ou peut-être même renforce cette place? Alors, on peut imaginer de créer un tribunal. On pourrait dire il faut créer à Genève un tribunal international en matière de biens culturels. Alors je m'arrête tout de suite parce que ça paraît totalement utopique. Créer un tribunal, c'est un peu à la mode, mais enfin quand même, des tribunaux internationaux, c'est plutôt en matière pénale internationale. On va bien certes créer plusieurs tribunaux pénaux internationaux pour des cas très spécifiques, mais il ne faut pas rêver. Je crois que de créer un tribunal n'est pas une idée réaliste. Un centre d'arbitrage. Alors, on peut imaginer, il en existe des centres d'arbitrage, pas en matière d'art, pas en matière de biens culturels, mais il existe des centres d'arbitrage spécialisés à Genève. Dans le cadre de l'OMPI, il existe donc un centre d'arbitrage et de médiation en matière de propriété intellectuelle. Alors, est-ce qu'on pourrait imaginer de créer quelque chose de similaire dans le domaine des biens culturels? C'est envisageable, pourquoi pas? Mais peut-être que c'est encore un peu lourd. Et un centre de médiation. Alors là, on a des possibilités. L'UNESCO, d'un côté, s'est beaucoup intéressé à la médiation récemment, et l'UNESCO a créé, dans le cadre de son comité intergouvernemental sur la restitution des biens culturels, elle a créé une possibilité de médiation, assez élément nouveau, qui a tout de suite été saisi par la Grèce, qui a demandé la médiation du litige avec le Royaume-Uni sur les frises du Parthénon. Toutefois, ce litige n'est toujours pendant. Je ne sais pas où c'en est, mais ça va certainement continuer encore longtemps. Donc, la médiation, c'est une possibilité. À Genève, l'OMPI et l'ICOM, l'International Council of Museums, ont mis en place un règlement de médiation pour tout ce qui concerne les musées. On peut imaginer donc qu'un centre de médiation prenne forme. Personnellement, je crois qu'on doit peut-être être plus modeste et viser une plateforme, la création d'une plateforme de résolution des litiges en matière de biens culturels. Et c'était dans ce sens-là que nous avions, à l'occasion d'un colloque organisé par la Faculté des Lettres en 2011, auquel Metin Arditi a aussi participé, eh bien, une déclaration avait été signée à la fin de ce colloque, déclaration qui parlait, pour la résolution des litiges, de la mise en place d'une plateforme permettant d'encourager, je cite, à la fois la résolution arbitrale, la médiation, la conciliation ou encore la négociation, assistée ou non, entre les parties au litige relatif à la restitution au retour de biens culturels. La base de l'intervention d'une telle plateforme devrait être aussi large que possible, permettant aux décideurs de résoudre les litiges en question en tenant compte de l'ensemble des paramètres. Bref, l'idée étant, au fond, qu'on mette en place un guichet unique. Parce qu'au fond, ce qui se passe aujourd'hui, c'est que très souvent, les particuliers, les États, les organisations ne savent pas comment faire pour résoudre un litige qui peut les concerner en matière de biens culturels. Et l'idée que j'aimerais défendre, et l'idée que je défends, et l'idée dont j'espère qu'elle prendra un peu forme ces prochaines années, est de mettre en place une telle plateforme qui permette d'aiguiller la personne, de l'orienter, la victime ou la personne qui souhaite qui doit faire face à un litige, de savoir dans quelle direction elle doit aller, si c'est vers l'arbitrage, si c'est vers la médiation, etc.
Et donc, je pense que si nous pouvions déjà avancer dans ce pas-là, et ça serait déjà, à mon sens, un très grand progrès. Et donc, pour conclure, j'aimerais revenir à cette citation que je trouve tout particulièrement belle, que nous avons entendue dans cet extrait du téléjournal, mais qui se trouve donc sur la cloche de Shinagawa, que la lumière de la sagesse dissipe toutes les obscurités. Je vous remercie. Voilà, alors je crois que le professeur Reynolds est prêt à prendre des questions. Et pour amorcer le processus, je vais me permettre de poser la première. Concernant l'Hercule, donc il y a la moitié supérieure qui a quitté Boston, qui est retournée à Antalya. Qu'est-ce que les Turcs ont dû donner aux Américains en échange? L'histoire ne le dit pas, mais je pense qu'il n'y a eu aucun échange. Mais je suis peut-être naïf. Ou ce sont peut-être d'excellents négociateurs. Ou ce sont d'excellents négociateurs. Parce que si j'ai compris, la loi américaine est quand même à cet égard très différente de la loi suisse, c'est-à-dire qu'elle est intransigeante à l'égard des voleurs, même si ça doit remonter dans le temps, alors qu'ici, avec la question du rouleau de Sade, on est à l'autre extrême. Absolument. Deuxième question. Merci beaucoup, professeur Reynolds, pour cette conférence très passionnante. Est-ce que vous pourriez nous parler un petit peu plus de cette idée de plateforme, vu que c'est très intéressant? Est-ce que, selon vous, quels sont les avantages d'avoir ce type de plateforme pour internationale établie, spécialement pour la résolution des litiges en matière des biens culturels? Merci. Alors, c'est encore un projet, mais l'idée est de permettre, au fond, de bénéficier de la richesse que nous avons à Genève, et notamment aussi de cette très belle base de données à laquelle plusieurs d'entre vous travaillez, qui rassemble tous ces cas et qui est évidemment une base de données analytique. On l'étudie, on l'analyse, on réfléchit dessus, on publie des articles et tout ça. Mais en fait, l'idée, c'est d'aller un pas plus loin et c'est de pouvoir proposer à ceux qui sont dans un conflit particulier, dans un différend, qu'il s'agisse encore une fois d'État ou qu'il s'agisse de particuliers ou de particuliers d'État, eh bien de pouvoir peut-être voir vers quelle solution tendre. Est-ce que dans leur cas, on devrait plutôt imaginer d'aller vers des copies et de résoudre le cas par des copies? Ou au contraire, est-ce qu'il faut envisager une restitution pure et simple, peut-être moyennant un paiement ou une indemnité? Donc voilà un tout petit peu ce à quoi on peut tendre. Et puis, dans un monde idéal, on peut aussi espérer qu'une telle plateforme puisse participer aux grands travaux législatifs, aux travaux de l'UNESCO et autres, et d'intervenir là-dedans et d'être un moyen, si vous voulez, de participer à la résolution des litiges qui, encore une fois, comme je le disais, sont malheureusement de plus en plus fréquents dans ce domaine. Merci pour votre rapport et le rôle que vous jouez ici. Merci Nametin Arditi et aux autres d'avoir fait venir de remarquables personnalités. Ça n'empêche pas des questions un peu délicates et quasiment méchantes. Dans le cas des fouilles archéologiques de Gaza, il y a une grande collaboration avec le Musée d'art et d'histoire de Genève. Est-ce qu'effectivement, on peut prêter flanc, vous pouvez casser les rumeurs de non-clarté qu'il y a eu
entre la ville de Genève, le musée, et ce futur musée de Gaza, parce qu'il y a un entrepreneur à l'autre bout. Deuxième question, tout aussi délicate. Au quid des collections africaines d'un musée de la vieille ville et qui sont entreposées dans ce qu'on appelle le plus grand musée du monde, à la place de l'Étoile, à la route des Jeunes. Et en même endroit, ça pourrait tacher un peu vos images de République pure, claire et candide sur le plan culturel. Ou alors c'est des lois commerciales qui s'opposent au juridique simplement. Mais il y a tellement de... Vous me direz peut-être c'est Radio Trottoir, Radio Rumeur, mais vous êtes là pour les rectifier. Merci. Écoutez, c'est une question très, très vaste à laquelle je ne peux pas répondre. Il faudrait presque une autre conférence et on pourra imaginer de l'organiser. Le premier cas donc de Gaza, il y a donc toute une... je ne suis pas particulièrement informé sur les dessous et je peux difficilement vous parler de rumeurs ou de dissiper des rumeurs. Ce qui est clair, c'est qu'il y a des spécialistes à Genève qui connaissent particulièrement bien ce domaine et qui ont essayé de participer à la protection de biens culturels qui se trouvent donc à Gaza et aussi d'essayer de créer un musée sur place. Il y a donc une volonté de collaboration internationale qui me paraît tout à fait légitime. Ensuite, s'il y a des difficultés, c'est clair que ce monde, et notamment le monde des territoires palestiniens et d'Israël, est un monde extrêmement complexe. Et c'est évidemment un monde que Metin Arditi connaît mieux que moi, dans lequel il est très difficile d'avancer, ou au contraire, il faut avancer à très petits pas. Votre second exemple est évidemment celui du rôle joué par les ports francs. Alors, les ports francs sont un mythe qui nous occupe beaucoup ici à Genève. On a cette idée qu'il s'agit du plus grand musée du monde, et il s'y trouve un certain nombre de choses, c'est clair. Il y a aussi maintenant, petit à petit, des réglementations qui interviennent et qui visent à encadrer cette activité qui est une activité tout à fait légitime, celle du commerce des œuvres d'art et des biens culturels, pour éviter que les abus, malheureusement il y a des abus, ne se passent. Et donc je peux vous dire qu'aujourd'hui, un cas tel que celui de Medici dont j'ai parlé ne pourrait plus se produire. Les règles se sont resserrées, l'étau se resserre. Il n'empêche qu'il y aura toujours des personnes qui vont abuser, qui vont être plus malins que les autres et puis qui vont arriver à se faufiler. Malheureusement, c'est une réalité, mais je crois qu'il ne faut peut-être pas généraliser et je n'irai pas jusqu'à dire qu'on ne fait rien à Genève ou en Suisse. On avance. La Suisse a ratifié différentes conventions, la Suisse légifère, la Suisse est devenue de mouton noir il y a une vingtaine d'années, on est devenu beaucoup plus conciliant et beaucoup plus interventionniste dans le domaine, mais il y a aussi une réalité, c'est le commerce licite des œuvres d'art et des biens culturels et qui doit pouvoir continuer et doit pouvoir fleurir. Madame. Une question provocatrice, je me réjouis. Non, mais en fait, je voulais poser la question des ports francs, puis elle m'a été soufflée sous la bouche. Mais quand même, à ce sujet, est-ce que c'est pas aussi un peu pour ça que Genève il y a un rôle à jouer pour Genève, dans le sens où les ports francs ont créé scandale qui a nécessité des mesures. Et enchaînant là-dessus, l'idée d'une plateforme, à part les idéaux nobles que vous avez, est-ce que ça pourrait devenir une forme de consulting avec des intérêts financiers pour Genève qui se positionnerait dans ce domaine-là? Et puis, ma deuxième question, c'est que vous dites en Suisse, on avance. Pourquoi est-ce que la Suisse n'a pas ratifié UNIDROIT? D'accord. Alors, il y a toute une série de questions que vous posez. Donc le rôle des ports francs, je crois qu'on en a brièvement parlé. La question
que vous posiez, donc, au fond, si Genève bénéficie aussi de cet aspect, donc, du fait qu'on a un port franc très, très, très florissant ici et qu'il y a un commerce important, oui, je crois que c'est indiscutable. Oui, on en bénéficie et notre place dans ce domaine-là est aussi due au fait qu'il y a un très grand marché. Maintenant, le dernier aspect, rappelez-moi, c'était le... Unidroit, voilà, Unidroit. Vous me disiez, pourquoi est-ce que la Suisse n'a pas ratifié la Convention d'Unidroit? La Convention d'Unidroit, pour tous ceux qui peut-être ne connaissent pas les réglementations internationales, est une convention qui vient s'ajouter à la Convention de l'UNESCO de 1970 sur le trafic illicite des biens culturels, Convention de 1995 qui a été adoptée donc à Unidroit, qui est ratifiée par une trentaine de pays, la plupart étant des pays exportateurs, dira-t-on, de biens culturels et pas tellement des pays du marché. Donc une des raisons, pour répondre à votre question, pour laquelle la Suisse n'a pas ratifié la Convention d'Unidroit, c'est que nous procédons en Suisse toujours par petits pas. Et nous avons dit, certes, le Conseil fédéral a dit, nous ratifions la Convention de l'UNESCO, on la met en œuvre de manière tout à fait autonome, donc on crée un système, une loi avec des accords bilatéraux, etc. Mais quant à Unidroit, on va voir ce que font nos voisins. Et pour l'instant, nos voisins, sauf l'Italie, n'ont pas encore ratifié la Convention d'Unidroit. Donc nous allons nous hâter lentement de voir ce qui va se passer. Monsieur Wartier. Merci pour cette excellente conférence. Moi, je suis un néophyte en termes de droits internationaux dans le domaine de la protection de l'art. J'aimerais poser une question qui m'est souvent posée de la part des jeunes générations des pays qui ont été colonisés. Vous avez dit que la guerre prend pour cible le patrimoine culturel des pays. Là, nous avons des pays qui ont été dépouillés de beaucoup de leur patrimoine historique. Et les jeunes posent la question, comment faire pour que ces biens qui constituent au fond la base même de notre histoire puissent être restitués alors que nous savons que ces biens-là sont déposés dans différents musées des pays qui ont colonisé ces pays. Est-ce qu'il y a possibilité, par exemple, à travers l'UNESCO, qu'au-delà de l'indépendance que l'on donne à ces pays, on puisse, au moment où on leur a donné l'indépendance ou plusieurs années après, leur restituer ce qu'on leur a volé de leur histoire ou de leur patrimoine? Merci. Alors, c'est évidemment une vaste question, celle de l'effet de la colonisation sur, sur le pillage des biens culturels qui a eu lieu pendant cette période et comment rectifier ce qui s'est passé. Évidemment, sous un angle strictement juridique, c'est difficile de trouver une solution. Pourquoi? Parce que les conventions qu'on adopte, les lois, les conventions, etc., sont fondées sur le principe presque sacro-saint, disons, de la non-rétroactivité. On ne peut pas adopter des solutions aujourd'hui qui vont défaire ce qui s'est passé autrefois. Donc, le droit a ses limites. Ça, il faut l'admettre. C'est donc plutôt sous un angle de la morale, sous un angle peut-être plus des négociations, que certains cas peuvent avoir lieu. Alors, je vous donnerai un exemple qui a quand même, où on aboutit, mais c'est évidemment le résultat de très longs processus. La Vénus Hottentote, c'était donc une femme qui provenait d'Afrique, qu'on a exposée dans les marchés parce qu'elle avait une déformation et que tout le monde voulait la voir. C'était un peu le phénomène qu'on voulait voir dans les cirques et autres.
après son décès, elle a été conservée au musée de l'Homme pendant très longtemps. On en a fait des moules, enfin on a fait des prélèvements, différentes choses. Personne n'a jamais rien fait. C'est resté lettre morte. Même si l'Afrique du Sud, parce qu'elle provenait donc d'une tribu de l'Afrique du Sud, avait une ou deux fois dit il faudrait quand même que vous nous rendiez ces restes, rien ne s'est passé. Et puis, avec l'arrivée de Nelson Mandela, il y a eu tout à coup un mouvement qui a permis à ce qu'on convainque les autorités françaises de restituer ces restes. Mais ça ne s'est pas fait facilement. Il a fallu adopter une loi adoptée à l'Assemblée nationale, au Parlement français, pour sortir la Vénus autantote des collections nationales. Parce que voilà, il y a un système assez rigide en France, d'ailleurs qu'on connaît aussi en Suisse romande, qui est une fois que quelque chose est dans la collectivité publique, il faut une décision pour le sortir. Alors, ça a été fait. Donc, un très long processus permet d'arriver à certains résultats. Mais ça n'est pas, c'est un processus long. Et il faut parfois que des personnalités politiques interviennent pour que finalement le retour puisse être ordonné dans certains cas qui sont liés aux colonisations. Et ça me permet juste d'enchaîner sur, si je peux juste dire, monsieur qui parlait d'un musée genevois qui a beaucoup de collections africaines. Ce musée est particulièrement aussi connu des spécialistes dans la mesure où il a permis la restitution d'un masque Makonde volé en Tanzanie et qu'il avait lui-même acheté et qui a donc été, par différents processus, dont l'UNESCO, ICOM, etc., finalement restitué, mais de nouveau après un très long processus. Comme les Maoris, même. Comme les têtes maoris. Oui. Je voudrais vous remercier pour cet excellent exposé. Vous m'entendez ? Allô ? Oui. J'ai entendu, je vous ai bien entendu, vous avez posé beaucoup de questions à vous-même. Vous avez posé des questions, mais vous avez donné la réponse. Car faut-il un tribunal international, faut-il de l'arbitrage ou un collège arbitral? Mais ces instances, ils tranchent. Et ça veut bien dire ce que ça veut dire, trancher. Alors que le médiateur, ce n'est pas lui qui trouve des solutions, c'est lui qui incite les parties à la créativité. Et vous avez donné un exemple extraordinaire d'une créativité dont virtuellement il y avait un tableau, la moitié pour l'un et la moitié pour l'autre. Et je crois que c'est ça la solution. Et le point 2, l'intérêt de Genève est, je crois, réellement unique pratiquement dans le monde parce que c'est même un endroit où on garde une confidentialité énorme. On n'est pas le lendemain dans le journal quand il y a une médiation qui se fait. Et c'est même un point excessivement important. Je voulais ajouter ça. Merci, vous avez raison. C'est une des difficultés. Alors c'est un des avantages, mais c'est aussi une difficulté que nous avons à récolter les informations dans le cadre de notre base de données, c'est que les médiations sont souvent confidentielles et donc voilà, on ne sait pas, ou alors on sait certaines choses, mais on ne sait pas tout. Est-ce qu'il y a encore une question avant? Voilà, monsieur. Mon cher ami Bruno Bosch. Bonsoir. J'ai une observation qui est peut-être en forme d'eau, de goutte d'eau au moulin de la création d'une plateforme en vue de la résolution de différends. Il y a 3 semaines, comme vous savez certainement, il y avait une conférence de 3 jours à La Haye sur la question de l'authentification. Et on a débouché également sur cette envie, sinon sur ce besoin pressant, de créer précisément une plateforme en vue de résoudre par divers moyens les différends en matière d'authentification. Alors, vous avez peut-être un commentaire là-dessus. J'ai une question. Est-ce que vraiment aujourd'hui, au moment où la communication entraîne une certaine délocalisation des centres et des procédures, d'abord, oui, je crois que Genève a une place, vous avez indiqué exactement pourquoi Genève a une vocation en la matière. Quelle forme prendrait ceci? Parce qu'on veut quelque chose de très international, de très ouvert, de très en ligne. Donc ce serait Genève sans localisation géographique. Alors, merci pour cette question. Effectivement, c'est intéressant de savoir que
le domaine de l'authentification, qui est un domaine dont je n'ai pas du tout parlé, mais est évidemment aussi un domaine dans lequel beaucoup de questions se posent et beaucoup de litiges ont lieu, on le sait bien. La chronique parle beaucoup des faussaires et de tout ce qui se passe autour. Donc c'est intéressant de savoir que le résultat de ce colloque est aussi de réfléchir en termes de plateforme. Mais je crois que ça montre, ça me conforte un peu dans l'idée qu'au fond, on essaye, l'idée c'est de se connecter, d'être ensemble et de pouvoir réfléchir à plusieurs à trouver des meilleures solutions. Peut-être qu'un lieu physique est important. Moi, je pense quand même que l'ancrage, quelque part, a une importance dans disons, ne serait-ce que pour la compréhension du public. On est là, on existe, on a un lieu, c'est Genève. Mais par contre, le travail est un travail de réseau. C'est un travail qui va impliquer, bien sûr, de faire appel à des experts ou des collègues qui vont se trouver en Angleterre, qui vont se trouver aux Pays-Bas, qui vont se trouver au Cameroun, qui vont se trouver en Russie. Et là, je pense que le travail va être un travail de collaboration internationale. Mais je verrais assez qu'il puisse être centré quand même à un endroit pour que cette plateforme ait une identité. Parce que sinon, on risque de devenir une sorte de quelque chose d'un peu éphémère ou plutôt disons, sans lieu, sans chair. Mais ça reste encore, bien sûr, à prouver. Très bien. Merci infiniment. Merci beaucoup, Marc-André. Et merci à vous, mesdames et messieurs.